Bienvenue sur Franche Discussion. Cette série d'entretiens que je vais réaliser avec différentes personnalités qui ont des choses à dire vise à vous ouvrir l'esprit vers des questions doctrinales et des questions d'actualité. Chaque entretien sera divisé en 4 parties. Une première partie dédiée à l'actualité que j'appelle de l'actualité durable, qui sera intéressante et importante sur le long terme. Une deuxième partie plus doctrinale où j'irai au fond de la pensée de mon invité. Et une troisième et une quatrième partie qui viseront à vous inspirer, à vous cultiver et à vous ouvrir vers le monde. Pour ce premier entretien, j'ai décidé de rencontrer Rodolphe Carte. Merci Rodolphe de nous recevoir. Bonjour Raphaël, merci à toi. Je te laisse te présenter rapidement pour les différents auditeurs. Je suis, un essayiste ou un journaliste de 31 ans. Je suis originaire d'Haute-Savoie. Et aujourd'hui, j'habite Paris et donc tu m'invites aussi pour la sortie de mes 2 nouveaux livres, La menace néoconservatrice et Faire Légion. Et c'est pour ça que je te remercie pour ton invitation et je pense qu'on va pouvoir creuser ces sujets qui sont, à mon avis, assez intéressants pour la jeune génération en tout cas. Merci en tout cas de nous recevoir. Alors, cette émission va être divisée en 4 parties. Une première partie que vous visionnez actuellement sur l'actualité. Une deuxième partie où on va vraiment aller dans le fond de la pensée de notre invité. Et des petites surprises pour les 3e et 4e parties. Donc dans cette première partie, on parle un peu d'actualité, mais l'objectif est que cette vidéo, cette émission, vous soit utile sur le long terme. C'est pour ça qu'on va parler en fait d'actualité que j'appelle durable. Quelque chose que vous pourrez écouter plus tard pour faire un point sur la situation qu'on avait à l'heure du tournage. Alors nous sommes le samedi 19 octobre. Et du coup, ma question est assez simple, Rodolphe. Aujourd'hui, le samedi 19 octobre, pour toi, comment va la France ? Plutôt mal, mais partons pas directement dans le pessimisme ou dans le déclinisme comme on l'entend malheureusement trop. Première chose qui me vient à l'idée, c'est le retour plutôt timide des mouvements paysans. On les a connus il y a quelques mois, là on voit qu'il y a de nouveaux déblocages. Et c'est d'ailleurs des sujets intéressants parce qu'on voit que justement la question de renégociation, en tout cas de négociation des traités de libre-échange, notamment avec le CETA et le Mercosur revient au niveau de l'Union européenne. Et moi, l'épisode des paysans m'a interpellé parce qu'il nous rappelait bien évidemment le moment des Gilets jaunes. Moi, j'étais un fervent défenseur des Gilets jaunes et même encore. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses assez pertinentes. Par exemple, je sais pas si tu te souviens, mais notamment dans le sud-ouest, on a vu des paysans qui avaient des actions assez vigoureuses où ils arrêtaient des camions, où ils faisaient décharger les marchandises, des camions qui venaient du Maroc ou aussi d'Espagne. Ils déchargeaient les marchandises et ils les détruisaient. C'était des notions assez intéressantes parce que le premier livre que j'avais sorti il y a maintenant 2 ans sur Georges Sorel revenait comme ça sur la notion de mythe mobilisateur, d'action violente on peut dire. Et c'est vrai que là on retrouvait quelque part un peu des actions de cet acabit. Et aussi ce qui m'a toujours intéressé dans la révolte des paysans, c'est que peut-être inconsciemment, parce que c'est vrai que, à mon avis, c'est pas forcément des personnes qui ont le temps, le soir, de potasser la culture, ou en tout cas l'histoire des idées. Mais en tout cas, il y a un mot qui est revenu et qui m'intéressait beaucoup, c'était la notion de protectionnisme. Oui. Et c'est vrai que ça revenait dans leur débat, dans leurs revendications. Ils voulaient un État protecteur, qui est pas la même chose qu'un État-providence ou qu'un État-guichet, un État protecteur qui les protège notamment au niveau de l'industrie et de leur savoir-faire. Et à mon avis, c'est des choses intéressantes parce que je pense fondamentalement que le combat national devra demain se promouvoir sur des notions comme le protectionnisme, repenser nos barrières, en tout cas, on va dire nos frontières économiques, en même temps que nos frontières physiques avec bien évidemment le sujet de l'immigration. Mais en tout cas, c'est des choses qui m'ont interpellé. Donc voilà, quand tu m'as proposé de parler d'actu, c'est vrai que les revendications comme ça qui revenaient des paysans, j'avais envie de revenir sur ce point-là parce qu'il est vraiment, à mon avis, capital. Mais par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois, on va dire que les mouvements actuels, en tout cas à l'heure où on parle, sont assez timides encore. Pour toi, pourquoi est-ce qu'ils sont plus timides maintenant par rapport à avant, alors que pourtant la situation aujourd'hui, elle est particulièrement critique. Après la petite parenthèse qu'on a eue sur les Jeux Olympiques, il y a eu le retour de la crise politique avec ces élections législatives dont le résultat a déçu, je pense, à peu près tout le monde. C'est-à-dire que vraiment aucun camp n'est d'accord, tout le monde réclame la victoire, mais aucun ne l'a réellement. Aujourd'hui, on est sur un vote de budget qui s'annonce assez difficile. On est dans une crise économique et une crise financière qui est vraiment lourde et difficile. On a un déficit public de 6%, l'année dernière on était à 5,5%. On se rend compte que le bilan économique, où on a un parti qui a été élu parce que pour sa respectabilité économique,
On nous avait parlé du Mozart de la finance, mais même de manière générale, si le Rassemblement national n'est pas au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un procès, déjà une diabolisation, mais aussi un procès en incompétence, et on se rend compte que les incompétents ont été au pouvoir depuis maintenant, depuis 2017. Et donc, on a une situation qui est financièrement qui est catastrophique. On a une crainte générale sur l'avenir. On a des impôts qui vont être augmentés constamment. Actuellement, on est sur la discussion en commission des finances. Il faut chercher de l'argent partout où il y en a. Et pour réduire les dépenses, pour l'instant, on a assez peu de pistes. Et on a d'un côté donc ces révoltes paysannes qui demandent des aides, qui demandent donc plus de dépenses. Mais soyons clairs, aujourd'hui, tous les secteurs demandent plus de dépenses. Je pense vis-à-vis du budget qui a été fait récemment, on a eu des déclarations de ministres, le nouveau ministre de la Justice Didier Migaud et la ministre de la Transition écologique, qui ont dit que si le budget de leur ministère n'était pas augmenté, il y aurait une démission de leur part. Bah, déjà, pour reprendre le premier axe que tu as soulevé, la question des mouvements sociaux, là-dessus, il faut toujours être relativement modeste. Par exemple, on peut citer le cas des Gilets jaunes. Au moment où les Gilets jaunes sont rentrés en action, le carburant est par exemple aujourd'hui plus cher qu'à l'époque où les Gilets jaunes avaient été rentrés en action. Ouais. Donc tu vois, là-dessus, il faut toujours conserver une certaine distance critique. Il y a la notion d'imprévu comme ça qui peut surgir, on ne sait pas pourquoi, un appel à travers les réseaux sociaux, un ras-le-bol général. Et donc le moment de bifurcation où s'enclenchent des mouvements sociaux, il est très 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 difficile à prévoir. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que là-dessus, moi je me fais toujours un peu critique des Nostradamus qui nous prévoient justement des évolutions historiques. Il faut garder justement être modeste. Moi, c'est pour ça que j'avance toujours à tâtons là-dessus. Et par exemple, mon livre Faire Légion, je n'appelle absolument pas un soulèvement révolutionnaire de manière un peu caricaturale, même si j'ai essayé de conserver quand même un élan enthousiasme, parce que peut-être qu'on reviendra dessus dans notre entretien. C'est un livre que j'ai écrit à un âge où j'étais plus jeune, et donc quelque part il y a l'effervescence, il y a la radicalité de la jeunesse, mais j'ai aussi voulu la réorienter de manière politique, parce qu'à mon avis la parenthèse, il faut aussi la sortie de crise, il faut la penser de manière politique justement. Bien sûr. Et il y a un penseur qui m'est particulièrement cher sur ce point, c'est Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, c'est un penseur de la tradition marxiste, et lui justement il a analysé le Risorgimento italien. Le Risorgimento italien au moment du 19e siècle, c'est la constitution politique et véritable de la nation italienne. Et il a montré que justement la constitution de la nation italienne s'est constituée sur trois choses: une strate idéologique, une strate sociologique et un moment politique. Il a montré, alors que c'est un penseur marxiste, que justement c'était pas un mouvement de masse qui sortait de nulle part, ex nihilo, mais que c'était des accords circonstanciés. Alors avec d'un côté la bourgeoisie du nord de l'Italie, pour ceux qui connaissent le Piémont, ce genre de choses, et une classe moyenne montante qui montait pour renverser comme ça les élites. Ensuite la dimension sociologique, là c'est l'hégémonie culturelle. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça rentre bien évidemment en évocation avec notre époque. C'est souvent des mots qu'on entend, ou en tout cas des formules qu'on entend: la bataille culturelle, l'hégémonie culturelle, ce sur quoi justement la gauche combat en essayant de cornériser quelque part CNews, les chaînes comme C8 qui font à mon avis un travail assez intéressant sur ce domaine-là. Et enfin, il y a le moment de la crise politique. Et là, la crise de politique, à l'époque, c'est une crise de représentativité, ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est aussi une partie du peuple qui ne se sent plus écouté. Et là, j'ai commencé en évoquant les révoltes paysannes, mais ça, on le retrouve dans énormément d'autres domaines. On le retrouve dans le domaine industriel, comme tu l'as évoqué, dans le domaine aussi primaire, voilà. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est pour ça que dans ce livre, même s'il y a les élans, bien évidemment, un peu enthousiasme que je revendique absolument, j'essaye aussi de sortir de ces ressentiments légitimes qu'on peut avoir envers nos élites notamment, une sortie par le haut et par le politique, parce que c'est là-dessus qu'il faut insister. Mais le problème de cette sortie politique, c'est que il faut bien comprendre, moi en tant que membre du Rassemblement national, il y a une grosse frustration, il y a des frustrations depuis un certain nombre d'années, on se dit toujours la prochaine c'est la bonne, et il faut évidemment garder cet élan, mais ces élections législatives ont eu un effet assez lourd, je pense, sur beaucoup de militants, parce qu'on s'est rendu compte, peut-être que c'est une bonne chose sur le long terme, que finalement c'était vraiment nous contre eux. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait un front national de l'ancien nom face à un front antinational. Et ce front antinational, il s'est symbolisé au deuxième tour avec l'alliance des voix. Les voix ont été mêlées et on se rend compte que si ces voix se mêlent et font bloc contre nous,
on se retrouve encore une fois à devoir attendre la prochaine échéance et de voir le pays s'enfoncer un peu plus dans la crise. Je parlais de crise financière, mais c'est une question très importante. Il y a plein d'autres crises, évidemment. La crise migratoire, quand je parle de crise financière, il y a la crise de la fiscalité. Et on se demande, va-t-on arriver à trouver une solution politique ? Va-t-on arriver à émerger en tant que solution politique avant qu'il y ait un point de rupture totale dans la confiance même des Français vis-à-vis de leur système de représentation ? Non, mais le côté comme ça, perte un peu d'optimisme, je peux tout à fait le concevoir. Mais là aussi, il faut voir peut-être en face nos ennemis aussi la déception qu'ils ont pu avoir. Parce qu'ils ont réussi à mobiliser pour refaire encore peut-être une dernière fois ce cordon sanitaire, fameux champ républicain pour justement contre la fameuse bête immonde. Bon là, on voit quand même que ces clairons antifascistes marchent de moins en moins. Bien sûr. Mais oui, mine de rien, faut le reconnaître, il a encore marché. Mais quelque part aussi, à gauche, ils ont réussi à remobiliser leurs troupes pour les renvoyer comme ça aux urnes. Et quelque part, il y a aussi une déception de leur côté. Ce qu'on voit, c'est que la gauche unie comme elle ne l'a jamais été depuis un certain nombre d'années, fait quand même moins de voix que la bête immonde. Exactement. Et donc, il faut aussi comprendre... le domaine de la politique, il faut accepter de perdre. Bien sûr. Et là-dessus, c'est quelque chose... C'est perdre jusqu'à gagner. Voilà. Et dans la jeune génération, ça a à la fois, à mon avis, son avantage et peut-être un inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle est très portée sur le sentiment, sur l'instinct, sur la tripe quelque part, et peut-être un peu moins sur l'intellectualisation. Je dis absolument pas ça de manière péjorative. Je pense que ça a du très bon, parce que des fois, quand on intellectualise trop, on peut un peu comme ça, s'éloigner trop de la vérité. Mais par contre, justement, le fait, prenons par exemple Zemmour. Zemmour a fait gonfler comme ça beaucoup de déceptions. Après, c'est seulement 7%. Et pourtant, on a eu un vrai élan, notamment au niveau de la jeunesse, patriote, derrière Zemmour, comme on avait pu le connaître, au moment, par exemple, de la manifestation pour tous. Enfin, quand on avait eu les manifestations, justement, contre le mariage homosexuel. Mais aussi au moment, par exemple, de Sarkozy, qui avait été aussi un peu un retour comme ça de la jeunesse. Mais un piège. Exactement. Mais donc, il faut accepter de perdre. Et par contre, ce qu'il faut, c'est que ces élans de jeunesse, à chaque fois, qui sont comme ça, un peu instinctifs, il faut essayer de les réorienter pour pas qu'ils perdent exactement dans l'action politique. Et l'action politique, je suis désolé, mais il faut accepter qu'on puisse perdre aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je vois des mauvaises nouvelles, comme par exemple le meurtre abominable qu'on a connu pour Philippines, où je vois vraiment les gens sont incablés, et à juste titre, parce que c'est quelque chose de terrible. Mais moi, quelque part, je le prends de manière assez tragique, et je me dis, putain, il faut encore plus, justement, pardonne-moi pour mon mot, mais il faut justement encore plus se mobiliser, encore plus se travailler, encore plus approfondir les domaines, et se bouger, justement, pour que demain, ça ne se passe plus. Donc il faut avoir, à mon avis, moi là-dessus, c'est l'école tragique dont je m'imprègne, parce que moi, je suis beaucoup porté, notamment sur les stoïques romains, et à mon avis, c'est le point de vue qu'il faut avoir. Oui, il faut, essayer de canaliser comme ça ces soulèvements un peu comme ça instinctifs pour essayer de les concrétiser de manière politique. Très bien. Oui, non, mais le meurtre de Philippines a été abominable. Ce qu'on a vu suite à son meurtre et suite aux autres tragédies qui ont touché notre pays, c'est tout de même un fort soutien, un fort rassemblement d'une France qui ne veut pas mourir. On voit un petit frémissement, une petite bascule que j'ai trouvé quand même encourageant. Mais sur le plan purement politique, aujourd'hui, je pense que, et c'est quand même la chose qui fait plaisir, nous ne sommes plus si loin de la victoire. Quand je vois, en tout cas, les militants d'il y a 20 ans, on était dans une situation qui semblait complètement bloquée, complètement désespérée. Certes, depuis, on a enchaîné ce qu'on a pu appeler des défaites, mais qui nous rapprochent chaque jour un peu plus du pouvoir. Et la situation de ceux qui nous gouvernent est si précaire aujourd'hui qu'on peut déjà se dire, et qu'on l'a su dès le lendemain de la nomination de Michel Barnier, est-ce qu'on n'est pas actuellement dans une situation d'un gouvernement à durée limitée, où on sait que de toute manière, ils sont là pour essayer de tenir la barque un petit peu, essayer de survivre alors que les flots s'abattent sur la France, jusqu'à ce qu'une solution émerge réellement. Et est-ce que cette solution, donc, elle va émerger prochainement? Est-ce qu'on peut l'espérer de l'avoir d'ici les prochaines élections? En tout cas, il faut penser, justement, pour revenir sur Gramsci, au reversement de bloc. C'est la fameuse notion de bloc historique qu'on retrouve chez lui. Par contre, là où j'aurais peut-être un petit bémol à ce que tu viens de dire, c'est que le système se défend très bien.
Et plus Mais ils de se moins en sentent- moins bien, ceci dit. ou plus Quand on voit les agents qui nous opposent aujourd'hui, Ah, on est presque tenté par une pointe de mépris quand même. Par nos, de la part ouais, de nos opposants, de nos tu sais, c'est la opposants, fameuse phrase la République gouverne mal, mais se défend très bien. Ah, Et de au- qui cette phrase? Bah, en tout cas, moi, Anatole France. non, mais bien évidemment. Et voilà. Et aujourd'hui, moi, je pense justement que plus le système se sentira illégitime et sentira contestation populaire, plus justement il aura tendance à serrer la vis sur la surveillance, sur la brimade des militants patriotes, comme on l'a connu avec certains groupes. Donc, Oui, mais depuis quand le système se défend? Parce que oui, il se défend, mais en fait, si ça fait 10 ans qu'il est sur le point de la rupture, et moi je pense que, très honnêtement, Macron est entré à une époque où c'était déjà près de la rupture. Et est-ce qu'on n'a pas... le plus dur de la résistance n'est pas derrière nous? je sais pas, comme je t'ai dit juste auparavant, je me méfie beaucoup des déterminismes politiques. Oui. Je pense surtout à la notion d'imprévu. Et comme je te dis, moi, je suis absolument pas pessimiste, mais je vois un système qui se défend de plus en plus. Et je vois Et- aussi, moi, une ringardisation de ce système. Ouais, mais il se maintient. Il se maintient parce qu'il est tenu par un électorat très particulier, un électorat, il faut le dire, d'une génération boomer, qui a voté à gauche sous Mitterrand, qui aujourd'hui essaye de maintenir ses privilèges, de maintenir ses retraites, avec un niveau des retraités qui est supérieur au niveau des actifs. D'ailleurs, récemment, on a vu une tentative de débunkage de Arte, donc on voit bien quel est l'objectif d'Arte derrière ce débunkage, où ils ont dit non, c'est faux, les retraités ne gagnent pas plus que les travailleurs, et donc Oui. on voit tout de suite la nuance qui a été faite, ils ont pris les actifs, ils ont viré les chômeurs, et pour pas opposer des classes d'âge, parce qu'en réalité c'est ce qui se discute aujourd'hui, c'est une génération qui profite et une génération qui travaille, mais pour dire voilà, les travailleurs actuels gagnent un peu plus que les retraités, ce qui est en fait tout à fait normal, et sans prendre en compte le fait que les retraités sont déjà propriétaires, ils ont donc des dépenses en moins par rapport aux actifs. Et donc cet électorat qui se mobilise pour faire tenir le système. Mais comme le gouvernement est à durée limitée, je vais dire quelque chose d'assez dur, mais c'est aussi un électorat à durée limitée, pas seulement pour des questions d'espérance de vie évidemment, mais aussi parce que de plus en plus cet électorat se retrouve, comme tous les Français, déclassé. Et cet électorat déclassé, la petite frange des retraités avec un niveau de vie assez inférieur, eh bien, commence à voter de plus en Oui, plus. c'est à droite. peut-être ce qui enclenchera une certaine bascule. Emmanuel Todd, dans son livre La lutte des classes au XXIe siècle, il me semble que c'était le titre, avait déjà fait cette analyse en montrant que même une petite partie de la bourgeoisie commençait aujourd'hui à subir le déclassement Bien sûr. qu'avait connu la classe moyenne. Alors peut-être que cela, enclenchera cette bifurcation que je mentionnais, ou ce petit imprévu dans l'histoire qui nous permettra d'enclencher le processus historique comme ça, de renversement des blocs, notamment hégémoniques et élitaires. Moi, je le souhaite absolument, mais là-dessus, comme je te dis, moi, je me méfie énormément de la capacité de résilience du système. Ouais. Je pense qu'il arrive très bien à se contourner, à se contorsionner, justement pour résister comme ça à cette colère qui monte. Donc oui, évidemment, il faut insister là-dessus. Et moi, c'est bien évidemment la ligne sur laquelle j'insiste. Et c'est pour ça que je fais ces analyses de blocs que je reprends à Jérôme Sainte-Marie, avec d'un côté le bloc élitaire, de l'autre côté le bloc populaire, même s'il est traversé aussi par la question identitaire qui est fondamentale. Mais je suis persuadé que ce qu'on va voir, ce chant du cygne, sera effectivement un chant du cygne qui méritera des combats. Et donc on va achever cette première partie de l'entretien sur cette note. Il y aura des combats à venir, il faudra les mener, puisqu'à la fin, il faudra évidemment triompher. Exactement.